le Québec peut compter sur le Bloc, mais aussi sur une formation politique vibrante et vivante qui n'a pas peur des débats démocratiques. Une formation politique populaire au sens le plus noble du terme. Une formation politique dont le carburant n'est pas l'ambition personnelle ou l'appât du gain, mais plutôt la passion du Québec. Ce parti, c'est le Parti québécois de René Lévesque, créé dans le seul et unique but de faire progresser le Québec et de l'amener le plus rapidement possible sur le chemin de la liberté. C'est ce parti qui nous a donné de grands leaders, René Lévesque, Jacques Parizeau, Lucien Bouchard. Et ce parti est encore une fois dirigé par un véritable homme d'État, un homme qui est profondément amoureux de Chantal et du Québec. Un homme qui connaît à fond tous les rouages de l'État. Un homme qui a présidé la plus formidable poussée économique de l'histoire récente du Québec. Un homme qui, en toute confiance, va enfin mener le Québec vers la souveraineté. Mesdames, Messieurs, le leader du mouvement souverainiste, le chef de l'opposition officielle, le chef du Parti québécois, le prochain premier ministre du Québec et premier ministre qui nous mènera à la souveraineté, mon ami Bernard Landry. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.
Madame la Présidente du Congrès, Monsieur le chef du Bloc québécois et cher ami Gilles, Mesdames et Messieurs, membres du corps diplomatique, Madame la première vice-présidente du Parti québécois, chers collègues et anciens collègues de l'Assemblée nationale, chers collègues et anciens collègues de la Chambre des communes, membres du Conseil exécutif national du Parti québécois, Mesdames et Messieurs les invités internationaux qui nous faites l'honneur d'être parmi nous, chers amis, chers militants, chères militantes, les deux derniers mots étant ceux qui nous définissent le mieux et définissent notre solidarité. Nous entreprenons ce soir notre 15e congrès national. Je les ai tous vécus. Ils ont marqué évidemment profondément l'histoire de notre parti et marqué profondément l'histoire du Québec. De ces réflexions démocratiques menées dans ces assises sont sorties les grandes structures de solidarité qui font du Québec d'aujourd'hui un Québec exemplaire. C'est d'un congrès comme celui-ci que sont nées la loi 101, la loi du zonage agricole, la loi anti-SCAB, la loi de protection contre les accidents d'automobile, et ainsi de suite. Des militants et des militantes, en s'acquittant de leurs devoirs citoyens, ont influencé profondément la vie de notre peuple. Cela ne sera pas différent au cours des prochaines heures et des prochains jours. Mais il y aura une différence. Car il n'y aura plus guère de congrès national du Parti québécois avant l'indépendance nationale. Et dans un congrès prochain, j'en suis sûr, on entendra une proposition qui aurait fait scandale à tout autre moment. Ce sera l'abolition de l'article 1 de notre programme parce que l'indépendance sera faite. Depuis notre dernier congrès, on l'a bien évoqué, Marie Malavoie en particulier, plusieurs événements sur lesquels je ne vais pas revenir se sont produits. Mais notre parti a bien vécu tous ces événements avec démocratie, avec soumission au verdict populaire, largement parce que nous avons eu comme première vice-présidente cette personne exceptionnelle qui est Marie Malavoie, à laquelle on a rendu un hommage vibrant ce soir et auquel je veux ajouter. Dernièrement, son père, André Malavoie, a fêté son 90e anniversaire de naissance. Et Marie m'a demandé de... Ah, ça vaut la peine, hein? Son père qui a émigré au Québec et qui a amené Marie. Alors, Marie, donc, n'est pas née à l'île d'Orléans. Et son père a été celui qui a initié les Québécois au voyage à l'étranger et de façon massive. C'était un des grands professionnels, premiers professionnels du voyage au Québec. Alors, je lui ai dit dans le mot que je lui envoyais que je le remerciais de ce cadeau extraordinaire qu'il avait fait de contribuer à l'ouverture sur le monde des Québécois en faisant voyager des milliers d'entre eux dans divers pays du monde. Mais je lui ai bien dit que le plus beau cadeau qu'il nous a fait, c'est Marie Malavoie. Marie aime le Québec d'une façon extraordinaire, ce qui prouve que ce n'est pas nécessaire d'y être né pour l'aimer passionnément. Et si les Québécois et les Québécoises nés au Québec ou à l'étranger aimaient le Québec comme Marie Malavoie l'aime, notre Québec serait le pays le plus aimé du monde. C'est pour ça que nous t'aimons tant, Marie. Ce congrès, rappelons-le, est celui qui a été le mieux préparé de tous nos congrès.
parce que nous avons bien eu le sentiment, en commençant cette préparation, qu'il serait crucial et qu'il allait nous mener à une étape essentielle de notre combat et national et social. Nous avons donc fait précéder les procédures habituelles de la saison des idées, avec les risques que ça présentait. Parce que quand on lance des débats au Parti québécois, si on n'aime pas les débats, si on n'aime pas la discussion, on est mieux de rester tranquille. Et on n'est pas resté tranquille. Et je n'ai pas été déçu. Je m'attendais à ce qu'il y ait des discussions vives, respectueuses, démocratiques, mais animées et enflammées. Et d'ailleurs, elles ne sont pas finies. Et il y en aura encore dans les jours qui viennent. Donc, saison des idées, auxquelles 5000 personnes ont participé. Congrès de circonscription, 5000 participants et participantes encore une fois, plus 3000 personnes aux 17 congrès régionaux auxquels j'ai eu l'honneur de participer moi-même. J'étais aux 17 congrès régionaux. C'était, je vous le dis, une des plus belles aventures politiques de ma vie, de vous voir à l'œuvre dans vos régions, à discuter, à préparer le pays. Notre parti a la réputation d'être un parti d'idées. Il a maintenu sa réputation. Vous avez bien travaillé. Je vous en félicite. J'ai toujours aimé ce parti profondément. Dans toutes les circonstances qu'il m'a fait vivre, et au cours de la dernière année, s'il est possible, mon amour a encore grandi. Vous m'avez fourni toutes les occasions pour ça. Je voudrais dire aussi, ayant écouté mon ami Gilles Duceppe nous tenir les propos qu'il nous a tenus, que nous sommes chanceux d'avoir un homme de ce calibre parmi les grands leaders souverainistes. Et plus il y en aura, mieux ce sera, hommes et femmes. Vous souvenez-vous qu'il y a quelques brèves années, certains aviseurs nous recommandaient de nous tenir loin du Bloc québécois, qui était dans des difficultés insurmontables et qui allait disparaître et qui n'était pas nécessaire, et ceci et cela. Et vous souvenez-vous quelle a été notre réaction? Plus que jamais derrière cet instrument essentiel de notre démocratie qui est le Bloc québécois. Le Québec est représenté à Ottawa depuis quelques décennies déjà en majorité par des souverainistes, avec des hommes et des femmes du calibre de Gilles Duceppe. En fait, c'est le parti progressiste le mieux organisé, c'est bien évident, qui se retrouve à la Chambre des communes. On aura rendu service au Canada de ce point de vue-là, et il faudra les consoler quand vous partirez de là pour rentrer au Québec. Mais on le fera fraternellement. Alors, chers amis du Bloc, nous avons été avec vous quand ça allait mal. Alors, imaginez-vous qu'est-ce qu'on va faire quand la prochaine élection va arriver et que ça va bien. On ira se mêler à vos forces poussées par un vent extraordinaire que vous avez mérité. Je voudrais maintenant parler, en termes d'exécutif national, de l'avenir. Un nouveau poste a été créé. Je ne suis plus donc président du Parti québécois. Je suis comme Gilles, je suis le chef du Parti québécois. Parce que nous avons maintenant une présidente qui s'appelle Monique Richard, qui est parmi nous ce soir. Monique.
Monique Richard s'est illustrée depuis longtemps dans les combats sociaux et nationaux du Québec. Et nous sommes heureux de l'accueillir parmi nous, avec l'expérience qu'elle représente, la sincérité, le sens de la solidarité sociale qu'elle représente, mais aussi pour ce qu'elle symbolise. Le SPQ libre, mouvement dont elle est issue, procède d'une réflexion lucide de progressistes québécois qui se sont rendus compte que le Parti québécois, parti progressiste lui-même, était le seul instrument pour conduire à la fois à la souveraineté et au progrès socio-économique du Québec. Et j'ai le plus grand respect, et c'est nécessaire dans notre société, que des hommes et des femmes veuillent toujours aller à la limite du progrès et aller plus loin et créer des sociétés encore plus idéales, voire idéalistes. Mais il y a une urgence nationale actuellement. Il faut que les progressistes se regroupent et viennent fraternellement et consciencieusement travailler avec nous pour que notre État se donne tous les moyens du véritable progrès. Et c'est ce que Monique Richard et le SPQ Libre ont compris. Et ils donnent un formidable exemple aux Québécois et aux Québécoises qui veulent que notre pays avance. Je voudrais que nous parlions maintenant de ce que je souhaite être une préoccupation majeure de notre Congrès. Et vous le souhaitez aussi, je le sais, j'ai vu vos résolutions de comté et de région. Je veux parler de l'éducation. L'éducation est ce qui a sauvé le Québec à une période cruciale de son histoire. En 1960, à cause d'une histoire tourmentée et de vents contraires, notre nation avait le niveau d'éducation le plus bas des pays développés. Aujourd'hui, il a un des plus hauts. C'est ce qui nous a permis de transformer profondément notre économie, oui, mais notre solidarité sociale dont nous avons eu les moyens, de notre vie culturelle intense, de notre vie internationale intense. Donc, quand on parle d'éducation, on ne parle pas d'abord d'un souci matériel et matérialiste. C'est vrai que c'est l'éducation qui a fait passer l'économie du Québec d'une économie primaire, et si on regarde les choses bien en face, relativement médiocre. Nous étions d'honnêtes agriculteurs, agricultrices, mineurs, travailleurs forestiers, travailleurs d'usines, souvent dominés et colonisés par d'autres. Nous n'avons pas manqué de courage, mais nous n'avions pas les instruments pour arriver à une économie aussi raffinée et aussi sophistiquée que celle que nous avons aujourd'hui. C'est notre effort solidaire national d'éducation qui fait qu'aujourd'hui, l'économie du Québec est une des plus diversifiées du monde et qui a accédé en moins d'un demi-siècle à un niveau de technologie que les autres nous envient. Imaginez-vous. « 7,5 millions d'habitants, à peu près 3e puissance aérospatiale du monde. Il y a 3 grandes villes aérospatiales dans le monde. Une qui est à l'ouest de nous, Seattle, Boeing. Une qui est à l'est, au sud de la France, Toulouse. Et puis Montréal et sa région qui est dans le milieu et qui est la 2e. Ça s'est fait, donc, parce que nous avons fait cet effort de solidarité qui n'est pas le fruit de l'initiative privée, qui est le fruit d'une initiative de solidarité autour de notre État national qui nous a permis ces conquêtes économiques. Bien, ceci dit, je vous dis qu'il faut relancer des efforts aussi considérables et pas principalement pour l'économie. Ça va être très bon pour l'économie. Mais l'éducation, c'est surtout la façon de cultiver ce qu'il y a de meilleur dans les hommes et dans les femmes, leur intelligence, leur talent.
L'éducation avant l'économie, c'est le plus fort instrument de promotion sociale. L'éducation, c'est le plus fort instrument qu'une collectivité puisse utiliser pour augmenter les chances de bonheur des hommes et des femmes qui la composent. Ce n'est pas l'État qui fait intrinsèquement le bonheur, mais un État avancé a le devoir de contribuer aux chances de bonheur, et la meilleure façon de le faire, c'est par l'éducation. Alors je veux que nous nous redisions que le métier d'enseignant et d'enseignante est aujourd'hui et pour demain le métier le plus vital de la société québécoise, et je veux leur rendre hommage. Il faut donc que les jeunes Québécois et Québécoises puissent pousser leurs talents et leurs rêves jusqu'à la limite qu'ils souhaitent. Et encore une fois, je ne parle pas d'intellectualisme. C'est exceptionnel que les gens sont docteurs ou en physique nucléaire ou en chimie, c'est très bien comme ça. Mais si quelqu'un a les talents d'être un technicien de l'aérospatiale, qui est une formidable conjugaison de l'intelligence des mains et de l'intelligence de l'esprit, il n'est pas inférieur à un PhD en psychologie ou dans d'autres domaines. L'éducation, c'est l'éducation. Que chacun aille au bout de ses rêves. Une école publique, laïque, où nous accorderons priorité à la réussite éducative et à l'atteinte d'un seuil minimal de formation. Nous nous engagerons dans une lutte implacable et sans précédent contre l'échec scolaire et le décrochage scolaire, qui est une voie, hélas, à peu près assurée aux problèmes graves pour les individus et au malheur. Il faut mettre derrière nous ces statistiques pernicieuses. Au Québec, nous ne devons pas décrocher de l'école, nous devons nous accrocher avec espoir à l'école et nous devons aller jusqu'au bout de nos possibilités intellectuelles. Cela animera donc notre prochaine campagne électorale et notre prochaine façon de gouverner, surtout qu'avec les moyens d'un État souverain, nous serons en mesure de faire beaucoup plus et beaucoup mieux en éducation. Il n'y aura plus de chaires du Canada dans nos universités, mais il y aura de très chères chaires québécoises par ailleurs. Donc, première priorité, très certainement, éducation, savoir, sciences, technologie, recherche, développement. Hélas, pour des raisons liées à la condition humaine et à notre démographie particulièrement, nous devrons nous occuper puissamment de santé. Nous croyons en un système de santé publique accessible, universel et gratuit. On peut louanger notre système de ce point de vue plutôt que le dénigrer ou rêver de quelque illusoire privatisation. C'est une des grandes fiertés du Québec. Et on en a encore eu des exemples ces temps derniers. Quel que soit le niveau de fortune, quand nous sommes frappés par la maladie, nous devons être égaux devant l'épreuve et le malheur de la maladie. C'est ça la solidarité d'un système de santé moderne. Ce système doit être amélioré, ça doit être l'objet d'une bataille constante des pouvoirs publics. Il ne doit pas être dénigré. Et la bataille n'est pas que celle des pouvoirs publics. Il y a une question de responsabilité personnelle aussi. La prévention, à tous les niveaux, doit faire partie du mode de vie
Québécois d'aujourd'hui. Quand on parle de développement durable, faut durer sur le plan de la santé, sur le plan physique. Alors la prévention doit être une de nos priorités. Il faut que nous n'acceptions plus jamais que Jean Charest dise la souveraineté ou la santé. Si nous disons oui à la souveraineté, c'est justement pour avoir plus de moyens pour s'occuper de la santé. Alors la souveraineté... Alors on peut dire la souveraineté pour la santé, puis si on va aller au fond des choses, j'espère que Jean Charest finira par le comprendre, pour une nation, la souveraineté, c'est la santé. Nous aurons la chance aussi, dans ce congrès, de réfléchir au fait que notre pays libre et souverain naîtra à l'ère du développement durable. La plupart des grands pays sont nés dans d'autres conditions que celle qui est maintenant la nôtre. Sont nés souvent à une époque où l'inquiétude pour la planète et pour le maintien de la vie végétale, animale ou humaine n'était pas la préoccupation qu'elle est devenue aujourd'hui. C'est donc dire que le Québec aura la chance, en mettant sur pied ses institutions, en votant ces grands textes fondateurs, de le faire dans le contexte d'une des idées les plus puissantes et les plus valables de notre temps, le développement durable. Madame Harlem Gros-Brundtland est une des femmes les plus importantes de notre siècle et des dernières décennies. En effet, elle a mis de l'avant une idée qui pourrait s'assimiler maintenant presque à une idéologie, qui dépasse largement l'écologie et la protection de l'air et de l'eau, tout en l'englobant. C'est le développement durable qui implique aussi celui des hommes et des femmes. La vie harmonieuse des êtres humains avec un développement pour leur bénéfice, mais qui ne soit pas au détriment des générations futures. Ça doit être une préoccupation fondamentale de ce congrès, du programme qui en découlera. Quand je dis une idéologie, c'est qu'il y a aussi, je crois, une dimension éthique fondamentale que nos devanciers, qui n'étaient pas suffisamment au courant des dangers de certaines activités, ont oublié. Et la dimension éthique, c'est la suivante. C'est la justice intergénérationnelle. On ne peut pas laisser à nos enfants des richesses naturelles massacrées ou une planète invivable dans plusieurs de ses sections ou des activités qui mettent en danger la santé de nos concitoyens et de nos concitoyennes d'aujourd'hui, mais de l'avenir. Alors, le développement durable, c'est pour que nos enfants et nos petits-enfants puissent profiter de conditions au moins aussi bonnes de vie biologique que les nôtres et même meilleures. Ça serait un beau devoir social. De ce point de vue-là, le Québec est un pays privilégié, comme vous le savez, en matière de production énergétique. Si on compare le Québec et le Canada en particulier, la différence est spectaculaire. Au Québec, tournent actuellement 40 000 mégawatts hydrauliques de production d'énergie propre. Au Québec, vous avez vu les cartes, vous avez vu les dernières recherches, se trouvent peut-être les gisements les plus importants du monde en matière d'utilisation de l'éolienne. D'ailleurs, je rappelle, pour ceux qui, les Gaspésiens le savent très bien, mais pour ceux qui auraient ou la mémoire courte ou se laisseraient prendre à la propagande libérale, c'est notre gouvernement, d'une façon volontaire et presque autoritaire, qui a lancé les projets éoliens au Québec. Pour greffer au développement durable, un exemple de ce que la souveraineté du Québec nous donnera, le Canada, et ce sont ses circonstances et
je ne le dis pas avec quelque ressentiment que ce soit, produit son énergie avec du charbon, du mazout et du gaz, essentiellement. Ils ont un peu d'hydraulique, mais beaucoup moins que nous. Dans les calculs du protocole de Kyoto, alors que nous sommes des gens d'hydraulique et d'éolien, le Canada devra réduire de 280 mégatonnes ses émissions de gaz à effet de serre. Et ils ont décidé qu'ils le feraient. Et puis, ils ont divisé en 4 pour la part du Québec. Alors, ils nous ont mis, nous, les premiers de la classe, au même rang que les derniers, et nous aurons 70 mégatonnes, c'est-à-dire à des coûts de milliards de dollars à réduire, alors qu'on a déjà réduit, et si le Québec est souverain, on aurait 15 mégatonnes à réduire. Alors, le Québec souverain n'est pas une aventure matérielle ou matérialiste, mais vous rendez-vous compte de la valse des milliards qui tournent autour du fait de ne pas avoir l'indépendance nationale? Ça me fait penser à Jean Charest quand est arrivée cette mésaventure dans la loi du Canada de la vache folle. Charest a dit, nous autres, nos vaches sont correctes, on devrait être exclus. En d'autres termes, il voulait l'indépendance pour les vaches, il ne voulait pas l'indépendance pour le Québec. Alors, pour l'agriculture comme pour le reste, nous voulons être jugés pour ce que nous sommes. C'est ça, un peuple responsable. Nous avons aussi, au cours des décennies, édifié le modèle québécois, qui fait que le Québec d'aujourd'hui, à mes yeux, est une société atypique par rapport au modèle nord-américain et en même temps exemplaire. Et c'est à cause du modèle québécois. Et ceux qui veulent le liquider, le démolir, et non que critiquent pour cette aventure collective, commettent une erreur profonde. Le modèle québécois, il a évolué. Il peut évoluer. Il doit évoluer encore. Mais c'est lui qui fait que nous avons le taux de syndicalisation le plus élevé en Amérique du Nord. Et nous pouvons en être fiers. C'est le modèle québécois qui fait que quand une transnationale veut nous imposer un modèle étranger, le Québec résiste. Et par sa résistance, le Québec est en train d'amener les États-Unis d'Amérique eux-mêmes à résister aux abus des multinationales qui veulent déséquilibrer les relations entre les travailleurs et les employeurs. Savez-vous qu'un des mots les plus populaires dans les universités de Nouvelle-Angleterre aujourd'hui, c'est le mot « jonquière » et demandez-vous pourquoi. C'est à cause du modèle québécois que 50% du commerce bancaire au Québec est l'objet d'une coopérative. En tout respect pour les banques capitalistes, je dors mieux le soir quand je sais que la moitié de nos banques ne sont pas capitalistes. Donc, ne seront pas vendues à New York ou à Boston ou à Los Angeles dans les années qui viennent. Ils seront toujours dévoués à l'intérêt des coopérateurs et des régions du Québec. C'est ça le modèle québécois aussi, ne pas l'oublier. Le modèle québécois, c'est ici, dans notre continent, que l'écart entre les riches et les pauvres est le plus réduit. C'est un sujet de fierté. Avant d'aller démolir une chose qui a été construite, pas uniquement par le Parti québécois, mais beaucoup par le Parti québécois, mais qui a été construite par ceux qui ont fait la Révolution tranquille et qui, au cours des années 60, ont modifié profondément notre société. Ce modèle ne mérite pas d'être méprisé, ni démoli, ni déconstruit au nom d'obsessions idéologiques rétrogrades, comme celles qui agitent actuellement notre gouvernement. Par ailleurs, le modèle est à parfaire. Vous allez travailler à le parfaire au cours des jours qui viennent. Et je veux vous dire, comme je l'ai annoncé au Conseil national de Trois-Rivières, que nous allons continuer les efforts que vous allez amorcer. Et c'est Sylvain Simard qui a été chargé de constituer un groupe de travail pour revoir le rôle de notre État national et faire que le modèle québécois
soit encore plus opérationnel et plus au service de l'économie et de nos valeurs sociales dans les années à venir. Je veux aussi qu'une préoccupation majeure soit celle de la famille. La famille, dans une société avancée, n'est pas une aventure purement individuelle. Oui, des hommes, des femmes, des enfants, parfois reconstitués, parfois monoparentales, on pourrait dire, oui, c'est une aventure individuelle. Dans une société avancée, ce n'est pas une aventure individuelle. Les familles ont le droit de compter sur l'aide de leurs semblables. Les familles ont le droit de compter sur la solidarité québécoise. Les familles qui veulent des enfants peuvent compter sur une société qui veut les aider à en avoir quand ils veulent et autant qu'ils en veulent. Oui, je suis pro-choix, mais pro-choix absolu. C'est-à-dire, quand on en veut, on en a, puis on compte sur la collectivité pour pouvoir les élever convenablement dans un contexte d'égalité sociale acceptable, comme c'est celui de nos centres de la petite enfance actuellement. Alors, une excellente réalisation que nous avons pu faire comme gouvernement de la province de Québec. Mais je dis aux familles québécoises, quand nous aurons tous nos moyens, nous ferons encore beaucoup mieux et beaucoup plus pour incarner l'idéal québécois à travers les familles. La souveraineté aussi, on l'a dit, c'est l'ouverture sur le monde. La souveraineté, c'est la capacité pour le Québec de participer directement au concert des nations. Vous vous souvenez, en tout cas, ça ne fait pas si longtemps que ça, mais les plus vieux d'entre vous se souviennent que dans l'univers des économies planifiées centralisées, pour ne pas les nommer, l'univers communiste ou socialiste rigide d'économie centralisée, on était animé par un idéal fantastique et ça a mal fini. Ça a mal fini pour l'environnement, ça a mal fini pour l'économie, ça a même fini pour les valeurs sociales. Mais il y avait une chanson extraordinaire qui reliait tout ce monde-là et qui s'appelait l'Internationale. Les plus vieux s'en souviennent. Alors, c'était vraiment, s'il y avait de plus beau, je pense, dans le système de la chanson. Un soir, on l'avait chanté à la blague dans une fête ici à Québec en présence du consul des États-Unis d'Amérique, puis on avait produit un incident diplomatique qui n'avait pas trouvé ça drôle du tout. L'international sera le genre humain, debout les damnés de la terre. Ça ne lui allait pas. Mais, dans un contexte de mondialisation, de libre circulation des biens, des services, des personnes, des capitaux et d'une certaine anarchie transnationale et d'un certain gouvernement par les compagnies multinationales, voilà qu'on pourrait faire une autre chanson qui serait « Le national sera le genre humain ». Il y a 6 milliards d'êtres humains. La marche est haute entre les individus assis dans cette salle et l'humanité. Et il faut, pour rendre ce rapport fonctionnel et fraternel, un échelon intermédiaire qui s'appelle la nation, le national. Non pas la nation repliée sur elle-même et refusant globalement la mondialisation. D'ailleurs, on voit bien que même ceux qui avaient été tentés de le faire au début ont modifié leur vocabulaire et parlent d'altermondialisation. C'est donc qu'il y en a une autre possible, une mondialisation humaine, fraternelle, sociale, qui veut que les pays pauvres se développent et qui veut que nous échangions avec eux à tous égards sur le plan économique, sur le plan culturel. Il ne faut pas que la mondialisation soit une aventure uniquement matérielle ou matérialiste. Et le Québec souverain, assis aux tables des nations, et assis en particulier à la table de construction des Amériques, puisse tendre la main fraternellement aux progressistes d'Amérique latine en particulier, pour faire naître une zone des Amériques qui, si elle doit naître, naisse dans la fraternité et dans l'entraide internationale, et non pas dans l'exploitation et le colonialisme ancien ou nouveau. C'est à ça que le Québec souverain servira aussi.
Ce qui m'amène à vous dire entre parenthèses que c'est ici, dans cette capitale nationale, qu'a eu lieu le sommet des Amériques. Mais nous avons eu l'humiliation de ne pas avoir été en mesure de nous adresser à ceux qui venaient tenir ces assises dans notre capitale nationale. Alors, je n'ai pas besoin de vous le dire, cette ville est une des plus belles d'Amérique, une des plus belles du monde. C'est la ville où vous trouvez est la 10e destination touristique du monde, parce qu'elle est belle, parce qu'elle est humaine. Avant même que Québec ne soit fondé, ces lieux étaient déjà dans les plus beaux qu'on peut s'imaginer, des paysages fabuleux et majestueux. Imaginez-vous quand cette belle ville s'est venue se greffer dans ce paysage. Or, nous, du Parti québécois, nous avons toujours cru que cette ville devait être une capitale au sens le plus fort du terme. Nous lui avons d'abord donné son nom. Il y en a qui, c'était pas dépourvu de charme, appelaient ça la vieille capitale. D'autres, sans charme du tout, appelaient ça la capitale provinciale. Et puis après ça, il y en a d'autres qui ne savaient pas comment se brancher, ils appelaient ça la capitale. Nous lui avons donné son nom, la capitale nationale du Québec. Et c'est ce qu'elle est. Et elle est devenue, largement à cause du modèle québécois et de l'intervention de notre gouvernement, une grande ville prospère, où le patrimoine, la culture, la haute technologie et l'essor économique se côtoient. En d'autres termes, le niveau économique maintenant et technologique de notre capitale est quasiment rendu aussi haut que son niveau esthétique. Et c'est ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque un certain nombre d'activités liées à un vrai pays. Et ce que je dis aux gens de la capitale nationale et de la région, c'est que l'État du Québec, libre, sera géré à partir de sa capitale nationale et que toutes les décisions importantes seront prises dans la capitale nationale. Et les quelques diplomates étrangers qui vivent déjà dans cette ville sont ravis. Et ce que l'indépendance du Québec va faire, c'est de donner le même privilège à des centaines et des centaines d'autres qui vont venir d'autres pays pour ajouter leurs ambassades à côté des représentants que nous avons déjà aujourd'hui des États-Unis d'Amérique et de la France qui sont parmi nous ce soir. Durant ce congrès aussi, vous aurez à réfléchir sur la façon de provoquer le destin et faire que le rêve de René Lévesque, notre rêve national, se réalise dans les meilleures conditions. Vous savez que je veux, et j'espère que vous le voulez aussi, dans cette formulation, que nous prenions la décision de faire du Québec un État complet et reconnu par référendum le plus tôt possible dans notre prochain mandat de gouvernement. Et je veux aussi que de vos travaux ressorte qu'à la prochaine élection à laquelle nous allons participer, le plus tôt possible, je l'espère, nous demandions à la population du Québec, de façon claire et nette, le mandat de réaliser démocratiquement la souveraineté du Québec en tenant le plus tôt possible un référendum à cette fin quand nous serons élus. C'est vrai que les circonstances sont favorables, mais vous savez que notre aventure nationale n'est pas circonstancielle. C'est une question de courage, c'est une question liée à des valeurs fondamentales. Alors, ce n'est pas la commission Gomery qui va faire l'indépendance du Québec. D'ailleurs, le beau ne sort jamais du lait. Est-ce que la commission Gomery et tout ce qu'on y a appris d'horreur
constitue une circonstance. Oui, parce que vous l'avez dû l'expérimenter. Moi, j'ai expérimenté dans mes contacts avec certains citoyens, citoyennes de Verchères et d'ailleurs, qui n'avaient jamais considéré une fraction de seconde de nous écouter quand on parlait de souveraineté. Et après avoir écouté des heures et des heures la commission de Gomery, ils sont prêts à en écouter maintenant des heures et des heures pour qu'on leur parle de souveraineté. C'est ça qui est différent. C'est ça qui est changé. Alors, de ce point de vue-là, c'est pas ce que dit Alfonso Gagliano. Ça fait simplement, selon moi, rendre plus favorables les circonstances d'écoute et les circonstances pédagogiques. Mais j'espère que vous allez vous en servir par ailleurs. Il y a un lien de confiance qui a été brisé là, avec le Canada. Autre circonstance, évidemment, spectaculaire, celle de la présence à Québec du plus mauvais gouvernement qu'on a eu, aussi loin qu'on puisse chercher dans nos mémoires. Ça rend le rôle d'opposition difficile. Parce que quand on amorce notre critique, la plupart du monde est déjà en maudit avant qu'on ait fini notre phrase. Ce gouvernement, même pour les fins analystes, a réussi l'exploit de rendre incompréhensible son impopularité. Ils ont fait une série de choses défiant la logique, défiant l'imagination, défiant le calcul politique habituel et traditionnel. Remarquez que l'idéal de ma vie n'est pas d'essayer de comprendre pourquoi Jean Charest est impopulaire, mais en le comprenant, on peut faire que les Québécois se rendent compte de ce qui est arrivé aux dernières élections. J'ai dit toute ma vie qu'en démocratie, le peuple ne se trompait jamais. J'ai rajouté depuis 2 ans la phrase suivante, « mais il peut être trompé ». Et c'est ça qui est arrivé, hélas. Les promesses rompues, inutile d'en parler. On peut peu dire le mot « nous sommes prêts » sans que les gens éclatent de rire, même quand on le dit pour une chose tout à fait sensée. Des hausses de tarifs, des baisses d'impôts qui devaient venir, qui ne sont pas venues, qui ont été remplacées par des hausses de tarifs. Des promesses de réduire dans les heures et les semaines qui suivaient leur élection les listes d'attente qui continuent à s'allonger. Une chose d'une extrême gravité au dossier du Parti libéral, la déconstruction de la grande ville de Montréal. Alors qu'ils ont eu le culot de parler d'intégration entre les groupes dans un autre dossier fameux. La plus belle aventure d'intégration du Québec, c'est celle qui avait fait que Gérald Tremblay, Pierre Bourque et Robert Liebman étaient assis à la même table et construisaient une grande ville sur l'île de Montréal. Et par négligence invraisemblable, sous un faux prétexte démocratique, ils ont permis que cette chose se défasse. Rien que pour ça, ils mériteraient d'être liquidés complètement aux prochaines élections. Alors que l'éducation est une priorité de premier ordre et que la famille est une priorité de premier ordre, comment a-t-on pu concevoir une politique qui alourdit l'endettement étudiant et diminue les bourses qui étaient témoins de notre solidarité? Ça aussi, ça prend un expert très pointu pour essayer de comprendre l'absurdité de ce geste. Est-ce qu'il y a une compensation? Oui, il y en a une. C'est qu'ils ont, malgré eux, mobiliser la jeunesse québécoise comme je ne l'avais pas vu depuis des décennies. Et ça, c'est une retombée positive.
Alors, hommage à la jeunesse québécoise et aux jeunes hommes et aux jeunes femmes qui ont mené ce combat. En fait, ce qu'on a vu, c'est un geste incivique et insensé, peut-être aider à cultiver le civisme et le bon sens chez des centaines de milliers de jeunes. J'espère que ça va améliorer notre vie citoyenne et l'engagement de ces jeunes et les inciter en particulier à participer aux élections, à la vie démocratique et à voter massivement aux prochaines élections. Alors, les créateurs québécois et créatrices ont contribué beaucoup à notre vie politique. Félix Leclerc de diverses manières, Gilles Fignot, Jean-Pierre Ferland, Claude Gauthier. Là, c'est Loco Locas, Libérez-nous des libéraux. C'est la chanson des quelques années à venir. Je ne perds pas de temps à parler de l'Action démocratique ou de Mario Dumont. C'est une espèce de salade géologique à configuration variable et à sauces diverses, difficiles à bien évaluer, mais on ne me fera pas croire que le parti le plus jeune sur la scène politique du Québec puisse épouser l'idéologie autrefois sympathique de Maurice Duplessis, l'autonomie, mais qui est parfaitement rétrograde dans le contexte québécois et canadien d'aujourd'hui. Je pense que ça, c'est facile à comprendre. Alors, pour des circonstances comme pour des questions de fond, inutile de vous dire que ce congrès débouche sur l'ordre de marche, et je vous en ai déjà parlé, un plan rigoureux qui va faire que nous allons, ayant eu le mandat du peuple pour lancer l'opération nous conduisant au référendum et à la souveraineté, nous allons utiliser les ressources de l'État québécois pour préparer la transition, en créant en particulier un secrétariat à la souveraineté. Nous allons adopter une constitution initiale du Québec. Nous allons déployer une politique internationale d'envergure pour préparer les nations de la Terre à reconnaître la souveraineté nationale. Nous allons renforcer nos symboles nationaux et nos symboles identitaires. Pensons simplement au fait que nous ayons des couleurs nationales, un drapeau national extraordinaire. Quand on l'a vu flotter une journée d'hiver où le ciel bleu, avec les paysages enneigés, par moins 30, ça nous réconforte d'avoir choisi ce drapeau et de voir ces belles couleurs québécoises qui sont les nôtres. Ça compte, les symboles, il nous en manque quelques-uns, nous nous les donnerons. Nous allons soutenir le Conseil de la souveraineté. Nous allons réaliser une vaste campagne d'information expliquant les avantages de la souveraineté. Nous allons modifier la loi québécoise sur les consultations populaires. On s'est fait prendre une fois, mais plus jamais. Ceux et celles qui ont droit de vote voteront et facilement, et les autres ne voteront pas. Nous allons préparer avec soin une proposition d'accord économique avec le Canada, essentiellement axée sur la libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux, ce qui est une manière moderne d'organiser les rapports entre les États libres qui négocient ces ententes d'égal à égal. Je vous ai déjà dit, à cause de ce qui est arrivé en 1995, ce qui est arrivé d'odieux en 1995, que nous tiendrons notre prochain référendum sous l'œil attentif d'observateurs internationaux honnêtes qui feront que les deux camps seront d'égal à égal. Et après avoir gagné, nous ferons adopter par notre Assemblée nationale une déclaration de souveraineté du Québec qui dira au Canada, au Québec et au monde entier que le Québec a choisi démocratiquement la liberté. C'est à ça que notre Congrès doit nous conduire. J'ai parlé de circonstances, je vais parler maintenant d'une chose qui est plus qu'une circonstance. Je vous en parle brièvement. C'est que, après l'avoir espéré pendant des années, après
avoir maintenu les contacts avec les Québécois et les Québécoises issus de l'immigration les plus étroits possibles. Après avoir cultivé à l'intérieur du Parti québécois, de ce point de vue, une doctrine d'une ouverture exemplaire. On nous a parlé de Makakoto qui est parmi nous, premier Québécois d'origine africaine élu à la Chambre des communes. On a aussi parmi nous le premier Québécois d'origine haïtienne, le premier noir qui est entré à l'Assemblée nationale du Québec dès 1976, Jean Alfred. Mais à cette époque, force nous est de reconnaître que malgré tout, souvent à cause d'opérations de désinformation perverses faites auprès de nos frères et sœurs des communautés culturelles, nous n'avons pas eu le succès escompté. Ça ne nous a pas découragés. Nous avons continué avec notre attitude d'ouverture et notre attitude fraternelle. Aujourd'hui, je sais et je sens que c'est changé et que nous avons un support considérable des communautés culturelles du Québec et que dans plusieurs d'entre elles, nous avons déjà une majorité en faveur de l'indépendance nationale. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris, d'abord, que c'était passionnant de construire ici, en Amérique du Nord, une société originale qui est profondément nord-américaine, mais qui est profondément européenne en même temps, en essayant d'éviter les inconvénients qui pourraient être liés à l'un ou à l'autre. Ils ont compris, je crois, et j'espère qu'ils le comprendront encore davantage, qu'on a pris la circonscription de Laurier-Dorion. Pensez-vous que ça ne représente pas ça? Ça veut dire, à toute fin pratique, qu'il n'y a presque plus de circonscriptions qui nous sont interdites. Pourquoi c'est arrivé? J'ai pu parler à plusieurs d'entre eux et d'entre elles ont compris l'originalité de notre société, l'ouverture de notre projet, son humanisme, et ils ont compris que le soir de l'indépendance, toute personne habitant légalement notre territoire national pourra se lever et dire en chœur avec les autres, « Je suis membre du peuple fondateur ». C'est ça, la grande aventure qu'on propose à nos frères et sœurs issus de l'immigration. Alors, je pense qu'on a tous compris et toutes que les heures qui s'en viennent sont dans les heures les plus importantes de notre vie politique et démocratique. Nous avons sur l'épaule une immense responsabilité. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Le destin du Québec est intimement lié aux admirables travaux que vous allez mener dans les quelques jours qui viennent. Toutes les raisons sont réunies. Et encore une fois, je vous le dis, je ne parle pas de circonstances, je parle de raisons de fond. Les raisons du cœur, les raisons d'amour du pays, les raisons liées à la dignité, les raisons au droit du Québec à l'égalité avec les autres nations du monde sont des raisons éternelles pour l'indépendance nationale. Et elles sont là et plus présentes que jamais. Mais les raisons matérielles et matérialistes sont là aussi. Je vous ai donné l'exemple du protocole de Kyoto. Pensez aux études que nous avons faites à l'aide de François Legault sur les finances publiques d'un Québec souverain. Est-ce que ça peut être plus clair que ça? Ceux et celles qui se battent pour l'indépendance des raisons culturelles, des raisons de dignité, des raisons d'identité, ont gardé toutes leurs raisons. Et ceux qui veulent le faire pour des raisons budgétaires, économiques, matérielles, viennent de compléter l'éventail de l'argumentaire. Et aimer son pays, c'est l'aimer avec son cœur, mais aussi avec son esprit. Et ce que je vous dis, et vous le savez, c'est que, enfin, les raisons du cœur
et celle de l'esprit se combinent dans notre histoire nationale, se combinent dans notre destin. Félix Leclerc le disait d'une autre manière, notre grand poète national. Il disait « Les fruits sont mûrs dans les jardins de mon pays. » Ce que je vous invite à faire, dans peu de temps, c'est cueillir cette récolte fabuleuse qui va nous conduire à la liberté.